Chapitre 39. Le séjour chez Calypso. Pendant 72 heures, accroché à son mât, Ulysse dérive sur une mer en furie. Une vague finit par le jeter, inanimé, sur le rivage d'une île. C'était l'île de la nymphe Calypso. Dans la hiérarchie divine, le titre de nymphe était, avec ceux de naïade, de dryade, de satyre et de faune, l'un des plus modestes. Mais il ne faut pas se fier aveuglément aux titres nobiliaires, de même que, dans le Gotha de l'aristocratie européenne, certains comtes ou certains barons, dont la noblesse remonte aux croisades, peuvent avoir la préséance sur des ducs ou des princes d'origine plus récente. De même Calypso, toute nymphe qu'elle fût, était la propre fille d'Atlas et occupait dans la hiérarchie divine un des rangs les plus élevés. Elle parlait d'égal à égal aux divinités majeures de l'Olympe, et, si le privilège des grands d'Espagne eût existé à cette époque, elle aurait eu le droit de garder son chapeau sur la tête en présence de Jupiter. Bien qu'elle eût toujours une place réservée au banquet de l'Olympe, elle s'y rendait rarement, préférant avec raison le séjour solitaire mais enchanteur de son île. Baignée par une mer violente, ombragée par des forêts odorantes et rafraîchie par des ruisseaux limpides. Le jour se levait lorsque Calypso découvrit Ulysse, évanoui sur le sable. À la fin de la matinée, elle l'avait ranimé, lavé et restauré. Elle était aussi tombée amoureuse de lui. À quoi faut-il attribuer les succès répétés et fulgurants d'Ulysse auprès des femmes et des déesses ? Certainement pas à sa jeunesse, ni à sa beauté, car il n'avait jamais été très beau, et il y avait longtemps qu'il n'était plus très jeune. Peut-être à l'impression de force et d'intelligence qu'il dégageait, plus probablement à la célébrité qu'il s'était acquise par ses exploits. Quoi qu'il en soit, Calypso lui proposa le jour même de demeurer quelque temps sur l'île avec elle. Comme elle était très belle, et qu'au surplus, privé de navire et d'équipage, il n'avait guère le choix, Ulysse accepta. Il ne se doutait pas que son séjour allait se prolonger 7 ans. Pendant quelques mois, Ulysse et Calypso vécurent une lune de miel. Mais, peu à peu, l'amour d'Ulysse se refroidit, et il fut repris du désir lancinant de revoir son pays et sa famille. Dès lors, il se mit à délaisser Calypso. Pendant la journée, il passait de longues heures assis sur un promontoire, à contempler tristement la mer dans la direction d'Ithaque. Le soir venu, il rejoignait Calypso, mais ne répondait pas à ses caresses. Constatant sa froideur et craignant de perdre son amant, Calypso lui fit alors une surprenante proposition. « Si tu acceptes de devenir mon époux, je m'engage par le Styx à obtenir pour toi de Jupiter l'immortalité. » La plupart des mythographes, aveuglés par leur admiration pour Ulysse, prétendent qu'il refusa cette proposition sans hésiter. C'est absolument faux. Il hésita au contraire beaucoup. Il faut dire que la proposition de Calypso était digne d'être prise en considération. Contrairement au pari de Pascal, qui consiste à échanger la certitude de plaisirs terrestres immédiats contre l'éventualité, très problématique, d'une vie immortelle, l'offre de Calypso assurait à Ulysse la certitude de l'immortalité immédiate et ne l'obligeait à renoncer qu'à un espoir très hypothétique de retourner chez lui. Il y avait pourtant quelque chose dans cette proposition qui inquiétait Ulysse et le faisait hésiter. Il n'aurait pu dire quelle était la cause exacte de cette inquiétude. C'était une réminiscence confuse, le vague souvenir d'un exemple analogue qu'il ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à faire ressurgir de son subconscient. « Cela me reviendra peut-être, pensa-t-il, et il demanda à Calypso de lui laisser le temps de la réflexion.
Alors, pour tenter de distraire Ulysse et de ranimer son ardeur amoureuse, Calypso a recours à un autre moyen. Chaque soir, comme l'héroïne des 1001 nuits, elle va lui raconter une histoire d'amour. Ce n'est pas par hasard qu'elle choisit, comme premier récit, celui des amours de Cupidon et de Psyché. Elle veut prouver à Ulysse, par cet exemple, que des mariages mixtes entre des mortels et des dieux peuvent être heureux. Il était une fois un roi et une reine qui avaient 3 filles. Toutes les 3 étaient belles, mais la troisième, Psyché, dépassait de loin ses sœurs en beauté. De surcroît, elle était douce, aimable et spirituelle. Vénus, la déesse de l'amour, qui n'aimait guère la concurrence, finit par s'irriter des éloges constants qu'elle entendait faire de Psyché et décida de punir l'innocente jeune fille. Vénus avait un fils, appelé Cupidon, ou parfois aussi Eros. Après avoir été un charmant bébé joufflu, Cupidon était devenu un bel adolescent. Il exerçait dans l'Olympe les fonctions d'adjoint de sa mère avec le titre de dieu de l'amour. Muni d'un arc et de flèches invisibles, il possédait le redoutable pouvoir d'allumer la flamme de l'amour au cœur des mortels, ou même des dieux. Il lui suffisait pour cela de leur décocher l'une de ses flèches magiques. Aussitôt, la personne qui l'avait frappée tombait amoureuse de l'être ou même de l'objet sur lequel elle posait le regard à cet instant précis. C'est à son fils Cupidon que Vénus eut recours pour assouvir sa jalousie à l'égard de Psyché. Elle lui demanda de rendre Psyché amoureuse d'un homme qui fût à la fois laid, bête et méchant. « Tu peux compter sur moi, » lui répondit Cupidon, qui éprouvait toujours un vif plaisir à démontrer, par des facéties de ce genre, que l'amour est aveugle. Mais les choses ne se passèrent pas du tout comme Vénus l'avait souhaité et comme Cupidon l'avait prévu. Au moment où, descendu sur terre, il posait le regard sur Psyché, ce fut lui, le dieu de l'amour, qui pour la première et unique fois de sa vie tomba amoureux. C'est pourquoi, loin d'exécuter les instructions de sa mère, il prit toutes les dispositions nécessaires pour que Psyché ne s'éprit d'aucun mortel. Il espérait ainsi pouvoir lui-même la séduire lorsque l'occasion s'en présenterait. Plusieurs mois passèrent. Les 2 sœurs aînées de Psyché avaient fait de beaux mariages, mais elle-même semblait devoir rester célibataire. Son père s'en inquiéta et alla consulter un oracle. Celui-ci, soudoyé par Cupidon, déclara que Psyché devait être conduite et laissée seule sur une colline, où elle connaîtrait enfin l'amour. Le jour suivant, conformément aux recommandations de l'oracle, le père de Psyché mène sa fille au sommet de la colline, l'installe dans une grotte assez confortable et, le soir venu, la laisse seule. Au milieu de la nuit, alors que Psyché, inquiète, ne parvient pas à trouver le sommeil, elle sent, dans l'obscurité, une présence à ses côtés. C'est Cupidon qui est venu la rejoindre. Saisie d'un trouble délicieux, elle s'unit à lui et connaît les douceurs de l'amour. Cependant, peu avant le lever du jour, son amour inconnu lui dit qu'il doit la quitter et qu'il ne reviendra que la nuit suivante. « Notre amour, explique-t-il, ne peut durer que si tu ne vois jamais mon visage. » La vérité, c'est que Cupidon était honteux d'être tombé amoureux et ne voulait à aucun prix que cela se sût. Pendant plusieurs nuits successives, Cupidon vient ainsi rejoindre Psyché, à qui il avait fait promettre de ne jamais essayer de le voir. Il la quittait toujours avant l'aube. Malgré sa curiosité, elle aurait sans doute tenu sa promesse, si elle n'avait reçu, un matin, la visite de ses 2 sœurs. Celles-ci, jalouses du bonheur qu'elles pouvaient lire sur la physionomie de Psyché, s'efforcèrent de jeter le doute
et l'inquiétude dans son esprit, en insinuant que son amant anonyme devait être un monstre repoussant. En la quittant, elles lui donnèrent un conseil perfide. « Pour en avoir le cœur net, la nuit prochaine, lorsque ton compagnon dormira à côté de toi, allume une lampe et regarde son visage. » Après avoir beaucoup hésité, Psyché décide de suivre le conseil de ses sœurs. Quelles ne sont pas sa surprise et son soulagement lorsque, au lieu du monstre hideux qu'elle craignait de découvrir, elle aperçoit, à la lueur tremblante de sa lampe à huile, un visage d'une beauté plus qu'humaine. Mais, tandis qu'elle le contemple avec émotion, une goutte d'huile brûlante coule de la lampe et tombe sur le front de Cupidon. Celui-ci, se réveillant en sursaut, comprend que Psyché a violé son serment. Il se lève et, sans même lui donner un baiser d'adieu, prend congé de Psyché pour toujours. « L'amour, lui dit-il, n'est pas possible sans la confiance. » Il retourne sur l'Olympe, avoue tout à sa mère et lui demande de punir Psyché. Vénus, on s'en doute, est enchantée de pouvoir lui rendre ce service. Elle descend sur terre, se dirige vers la grotte où elle trouve Psyché en larmes. « Je suis Vénus, lui dit-elle. Ton amant n'était autre que mon fils, Cupidon. Non seulement tu l'as perdu pour toujours, mais tu vas devoir en outre expier ta trahison par de durs labeurs. » Les tâches successives que Vénus imposa à Psyché étaient presque aussi difficiles que les travaux d'Hercule. Mais, comme Psyché avait su gagner l'affection des animaux, et même des plantes qui peuplaient tout son pays, grâce à leur aide, elle put venir à bout de toutes les difficultés. Lorsque Vénus lui demanda de trier, en une seule nuit, un énorme tas de graines, en séparant soigneusement le blé, l'orge, l'avoine et le seigle qui s'y trouvaient mélangés, c'est le peuple des fourmis qui accomplit pour elle le travail. Lorsque Vénus lui demanda de recueillir, dans un flacon, l'eau d'une rivière qui coulait au fond d'une gorge inaccessible, c'est un aigle qui, prenant le flacon dans ses serres, alla la remplir. Lorsque Vénus demanda à Psyché de lui rapporter une pelote de fils de laine dorée, pris dans la toison de bouquetin, ce furent les ronces de la montagne qui arrachèrent les fils et les hirondelles qui allèrent les chercher. Pendant que Psyché surmontait ainsi ses 3 premières épreuves, Cupidon en subissait une autre, d'un genre bien différent. Il s'apercevait que, le jour où il avait déclaré à Psyché, sur un ton péremptoire, que l'amour n'est pas possible sans la confiance, il avait proféré une contre-vérité et une ineptie. À cette époque déjà, comme aujourd'hui, tous les gens qui faisaient profession de connaître le cœur humain, c'est-à-dire les philosophes, les psychologues, les romanciers et les poètes, savaient fort bien que c'est l'excès de confiance, plutôt que son absence, qui est préjudiciable à l'amour. Les doutes, les suspicions, la jalousie, loin d'affaiblir la passion amoureuse, ne font que l'exaspérer. Et Cupidon aurait dû le savoir mieux que quiconque, lui qui s'était si souvent amusé à voir la flamme des amoureux se nourrir de leur inquiétude. Mais voilà, on a beau être philosophe, psychologue, romancier, poète ou même dieu de l'amour, on cesse d'être lucide lorsqu'on commence à être amoureux. Loin d'oublier Psyché, Cupidon ne pensait plus qu'à elle depuis qu'elle avait trahi sa confiance. À la fin, il n'y tint plus. Allant trouver sa mère, il lui dit qu'il n'aimerait jamais quelqu'un d'autre que Psyché et qu'il voulait en faire sa femme. Comme Vénus ne pouvait admettre que son fils épousât une simple mortelle, elle obtint de Jupiter qu'il concédât l'immortalité à Psyché. Celle-ci l'accepta de bon cœur et devint la femme de Cupidon. « Et toi ?» conclut Calypso en s'adressant à Ulysse. « Es-tu prêt maintenant à en faire autant ?»« J'ai encore besoin de réfléchir, » lui répondit Ulysse.